Bonjour la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative africaine. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette 6261e année de notre calendrier Kamit. Vous voyez comment je me suis faite belle, mais c'est pour la nouvelle année, c'est pour accueillir la nouvelle année. Les bonnes ondes vont arriver en cette 6261e année du calendrier Kamit. Et donc, vous l'aurez compris, suite à l'annonce que j'ai faite il y a quelques jours, où je vous disais que la prochaine capsule concernera nos calendriers Kamit. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est exactement? Est-ce que tout le monde sait quelle est l'année zéro africain? Et donc, c'est la thématique que nous allons analyser aujourd'hui. Nous allons voir ensemble quand a été créé le calendrier, d'où est-ce qu'il vient, quelle est son origine, depuis l'époque où on utilisait les sites mégalithiques et jusqu'au calendrier solaire et astral. Nous allons voir ensemble l'importance de ce calendrier, l'importance qu'il a joué. Nous allons voir ensemble les différents cycles zodiaques. Nous allons voir ensemble les différentes cosmogonies. Et donc, nous allons voir ensemble toute l'organisation sociale africaine autour de ce calendrier Kamit. Mais avant tout, nous allons commencer par définir ce que c'est que le calendrier. C'est quoi un calendrier? Et donc, un calendrier, c'est un système de mesure du temps. Un calendrier sert à mesurer le temps. Un calendrier sert à diviser le temps en mois, en jours, en semaines, en semestres, en trimestres. Et donc, ça permet d'organiser une société en fonction de ce qu'il y a à faire, suivant les cycles, suivant les astres. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le calendrier, d'où est-ce qu'il est parti et à quelle année nous sommes aujourd'hui. Vous le savez déjà, mais nous allons repréciser cela. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'attacher vos ceintures parce que ça va être chaud. Et donc, sans plus tarder, je veux vous partager mon écran pour découvrir ensemble le plan qui va nous occuper aujourd'hui. Je vous présente donc tout de suite à l'écran le plan de notre travail. Et donc, nous allons voir en point 1 les origines du calendrier Kamit, l'an zéro Kamit, la structure de calendrier Kamit, les saisons, les mois, les jours, l'importance des Sirius, le cycle zodiaque, le calendrier spirituel, la signification spirituelle et culturelle, le rôle du Nil, la gestion agricole et administrative, les quelques fêtes du calendrier Kamit, l'influence des autres civilisations liées à ce calendrier-là. Comment est-ce que le monde panafricain et le monde kamite redécouvrent aujourd'hui le calendrier pour permettre la renaissance africaine? Donc, les défis et adaptations de ce calendrier par rapport au calendrier que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier kamite dans l'éducation et puis les perspectives d'avenir suite à ce calendrier-là. Et donc, voici comment est décliné notre plan. Donc, ça va être dense. Nous allons voir beaucoup de choses aujourd'hui. Au moins, en partant de cette présentation-là, vous aurez tous les éléments pour vous permettre de comprendre le calendrier kamite de bout en bout. Et donc, je vous propose de commencer par poser le contexte. Il faut dire que le calendrier kamite développé par les anciens Égyptiens est le plus ancien calendrier encore utilisé dans le monde aujourd'hui. Inventé il y a plus de 6000 ans, ce système sophistiqué témoigne de la profonde compréhension astronomique et mathématique de nos ancêtres africains. Basé sur l'observation du lever héliaque que nous verrons plus tard, donc l'étoile Sirius et des crues du Nil, le calendrier kamite a structuré la vie quotidienne, spirituelle, agricole de l'Égypte antique pendant des millénaires. Aujourd'hui, il reste un symbole puissant de l'héritage intellectuel africain et une source de fierté pour les communautés afro-descendantes. Mais quelle est l'origine de ce calendrier? Donc, d'où vient notre calendrier kamite? Il faut dire que les premiers indices de mesure du temps en Afrique remontent à Katupan, en Afrique du Sud, sur le site de Pumalanga, il y a moins 75 000 ans. Nos ancêtres ont mis en place
Une astronomie mégalithique pour pouvoir s'orienter, observer les astres et définir les cycles solaires et lunaires. Dans le temps, c'est cette architecture des monuments mégalithiques qui leur servait d'orientation astronomique, leur permettant d'être utilisés comme calendrier solaire, notamment les solstices et les équinoxes, ou la prévision des événements astro-réguliers. C'est donc ainsi que le calendrier kamite trouve ses racines dans la préhistoire, toujours avec l'observation minutieuse du ciel par les astronomes de l'Égypte antique. Ce calendrier kamite est basé sur le lever héliaque de l'étoile Sirius, nous le verrons plus tard. Appelé Sotis par les Égyptiens ou Sigintolo par les Dogons ou encore Ntsoté chez les Douala, il démontre une compréhension avancée des cycles célestes et son invention remonte à l'an moins 4236, s'il vous plaît, qui marque le début de l'ère kamite. Cette date fondatrice témoigne de l'ancienneté, de la sophistication des civilisations africaines bien avant l'émergence de nombreuses autres cultures. Et donc ici, nous allons voir quelle est cette origine du calendrier kamite avec le cercle de Mpumalanga en Afrique du Sud. Je viens de vous en parler. Donc, on appelle ce site mégalithique le calendrier Adam. Et c'est quoi le calendrier Adam? Mais le calendrier Adam, c'est le plus vieux calendrier au monde. Le site archéologique de Katupan abrite l'un des plus anciens sites mégalithiques, vieux de plus de 75 000 ans, comme je vous l'ai dit. Le cercle de Mpumalanga en Afrique du Sud représente un calendrier astral indiquant les solstices et les pleines lunes de chaque mois sur les axes cardinaux. Ce calendrier est presque intact et complètement fonctionnel encore aujourd'hui. Donc, imaginez un petit peu un site mégalithique qui a moins de 75 000 ans, en fait, qui est un site qui nous permet de regarder ou d'observer les astres. Moins de 75 000 ans déjà. Après, nous avons le site de Nabta Playa en Nubie. Donc, la Nubie se trouve dans le Soudan actuel. Je suppose que vous savez situer le Soudan actuel dans une carte, dans la carte de l'Afrique ou sur la carte de l'Afrique. Et donc, ce calendrier a son lunaire et solaire qui porte sur 365 jours, eh bien, il donne par ses indications sur les lignes d'alignement nord-est la position du lever du soleil au solstice d'été, s'il vous plaît, marquant par ailleurs le début de la saison des pluies dans le désert. C'est le même calendrier qu'on retrouve en Égypte antique et c'est celui-là même que nous utilisons encore de nos jours aujourd'hui. Et donc, vous voyez l'origine, en fait, donc, du calendrier qui est parti du site mégalithique de Mpumalanga en Afrique du Sud. Puis, on a des vestiges à Nabta Playa en Nubie actuelle. Et l'Égypte antique, donc nos ancêtres, n'ont fait que améliorer ce calendrier-là, au fait. Donc, de l'Ancien Empire en moins 4236, après au Moyen Empire en moins de 2000 ans. Et donc, l'Égypte antique, donc nos ancêtres kamites, n'ont fait qu'hériter d'un processus d'évolution du calendrier depuis moins 75 000 ans jusqu'à la dernière modification de l'époque ptolémaïque. Donc là, on était déjà envahis, hein, bien sûr. Ce sont les Grecs qui étaient déjà là en Égypte antique. Et donc, ils ont modifié ce calendrier-là à cette époque-là déjà. Mais nos ancêtres de la vallée du Nil, donc pendant l'Ancien Empire et le Moyen Empire, ils ont amélioré le calendrier, mais qui tire son origine depuis moins 75 000 ans. Quelle est notre année zéro? Quel est l'an zéro africain ou quel est l'an zéro kamite? Eh bien, je vous invite à lire ce livre de Cheikh Anta Diop, donc Civilisation ou barbarie, où là, à la page il y a un chapitre en fait, qui est dédié à ce calendrier-là, justement. Donc, c'est la page 364 jusqu'à la page 358. Et donc là, il parle clairement du calendrier kamite, au fait. Quand est-ce que ça a été élaboré? Et on trouve ce petit texte, cet extrait de texte que je vous ai mis ici, justement, sur l'origine on va dire, du calendrier écrit, on va dire. Et donc, il dit que c'est un fait mathématique que l'Égypte a déjà inventé en moins 4236 ans, un calendrier dont la périodicité est de 1460 ans.
Il ne s'agit pas d'une vague conjecture, mais d'une date, l'une des plus sûres de l'humanité, basée sur le lever héliaque de Sirius. Aucun texte ne précise que le phénomène a été observé sous la latitude de Memphis. Vous trouvez cet extrait du texte dans Civilisation ou Barbarie, donc livre que je viens de vous présenter. Mais je vais vous présenter maintenant une frise chronologique. Donc, nous avons vu l'origine, donc moins 75 000 ans. Et je vous mets en bout de cette frise chronologique l'année à laquelle nous sommes aujourd'hui par rapport au calendrier grégorien que nous utilisons maintenant. Et donc, l'an zéro du calendrier grégorien part de la naissance de l'héros culturel des chrétiens, donc de Jésus-Christ. Donc, l'an zéro du calendrier grégorien, c'est à l'an zéro. Et aujourd'hui, par rapport à cette année zéro-là, nous sommes à 2024. Donc, 2024 ans après la naissance du héros culturel chrétien. Mais nous, quelle est notre année zéro? D'où part notre calendrier africain? Eh bien, notre année zéro, tel que ça a été daté et attesté aujourd'hui, il part de moins 4236 ans. C'est l'année Kamite. C'est cette année-là que vous trouverez dans Civilisation ou Barbarie et dans beaucoup d'autres livres égyptologiques. Et donc, le calendrier Kamite démarre à partir de moins 4236 ans. Et donc, voici notre année zéro, moins 4236 ans. Et donc, qui fait que là, aujourd'hui, le 3 août 2024, nous sommes en 6261 ans de notre fête aujourd'hui, de notre nouvel an. C'est le nouvel an aujourd'hui, c'est le nouvel an Kamite. Nous rentrons dans la 6261e année. Donc, nous avons deux dates où nous fêtons, je vous expliquerai ça plus tard, où nous fêtons le nouvel an, soit le 19 juillet, soit le 3 août au fait. Mais c'est selon certains qui vont se référer au flux du Nil, donc au débordement du Nil, et d'autres qui vont se référer au 3 août lié au lever héliaque de Sirius. Mais nous verrons ça plus tard. Et donc, quelle est la structure de notre calendrier kamite? Eh bien, il faut savoir que notre calendrier se compose de 365 jours et un quart. Donc, entendez un quart comme étant un quart de jour, en fait. Donc, comme 365 jours et 6 heures de temps. Ces 365 jours sont divisés en 12 mois de 30 jours et 5 jours épagomènes. Donc, quand vous avez 12 mois qui font 30 jours, vous arrivez en fin d'année à 360 jours et on ajoute 5 jours épagomènes, donc qui viennent par-dessus les 360 jours pour faire 365 jours et ça fait l'année, donc de 365 jours plus un quart. Et donc, cette structure ingénieuse correspond à une révolution complète de la Terre autour du Soleil et à la crue du Nil qui se décalait chaque année à l'intérieur du calendrier d'un quart de jour, donc d'un jour tous les 4 ans et d'un mois tous les 120 ans. Ce décalage faisait que la crue du Nil pouvait subvenir dans la saison de Pérette, nous verrons les saisons plus tard, alors que la saison était normalement consacrée à la germination. Ou ça pouvait aussi subvenir en saison de Chémou, qui correspondait à la saison de la moisson. Et donc, ce n'est que tous les 1460 ans que la crue du Nil pouvait coïncider avec le premier jour du mois de l'inondation. Imaginez un peu le laps de temps de 1460 ans qu'on observe, qu'on consigne et qu'on remarque au bout de la 1461e année que le lever héliaque et la crue du Nil correspondaient. Et donc, ici, on voit le niveau de la maîtrise des astres de nos ancêtres. Quelles sont les saisons du nouvel an kamite? Il faut savoir que l'année, comme je vous ai dit tout à l'heure, est divisée en 3 saisons de 4 mois. Chacune reflète le cycle agricole lié au cru du Nil. Donc, on a la saison Aket, qui dure 4 mois et qui correspond à la crue du Nil. On a la saison Pérette, qui correspond à la germination, qui dure 4 mois également. Et on a la dernière saison, qui est Chémou, donc qui est la récolte, qui est liée à la récolte et qui dure 4 mois également. Et donc, chacun de ces 4 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comptait 30 jours.
voici pour les saisons. Donc, nous avions, au lieu de aujourd'hui, nous comptons aujourd'hui 4 saisons. Selon si nous sommes en Afrique, ça va être 4 saisons. Donc, 2 grandes saisons de pluie et, pardon, une grande saison de pluie, une petite saison de pluie, une grande saison sèche et une petite saison sèche. Et ceux qui sont en Europe, ben, ça va être 4 saisons. Donc, vous connaissez l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Mais à l'époque de nos ancêtres, ben, il s'agissait uniquement de 3 saisons. Et ces 3 saisons comptaient 4 mois chacun. Et ces 4 mois comptaient chacun 30 jours. Comment sont structurés les mois? Eh bien, les mois portent les noms des divinités. Et donc, chaque mois, c'est le nom d'une divinité, au fait, d'où le panthéon céleste. Et donc, nous avons 12 mois, donc le mois Djeuti, le mois Panipet, le mois Autoro, le mois Karenka, le mois Tahabet. Et je ne vais pas tous les citer, il y en a 12, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je vous ai mis un mois en médonétière, en fait, pour tout de suite repérer que là, on parle des mois, ben, la graphie est souvent précédée du signe de la lune, au fait. Ce qui faisait que le mois, donc le mois Kamit, était ou s'écrivait avec le dessin de la lune. Et vous allez remarquer que dans la majorité de nos langues africaines, le mois porte le même nom que la lune. Moi, par exemple, pour nous de Chibanga, au Gabon, je dis Ngondi pour dire la lune et je dis Ngondi pour dire le mois. Donc, on utilise le même mot pour dire à la fois la lune et pour dire le mois. Et donc, ça se justifie bien ici, au fait. Donc, c'est depuis l'Égypte antique utilisait déjà la lune, le symbole de la lune, pour illustrer le mois. Donc, c'est pas étonnant qu'on dise ça dans nos langues, au fait, que nos langues disent le même mot, utilisent le même mot pour dire à la fois le mois et pour dire la lune. Et donc, il y a une origine. Et donc, ça, c'est pour ce qui est des mois. Nous avons les 12 mois ici. Après, nous avons les 5 jours épagomènes dont nous avons parlé. Donc, ce sont les jours qui se rajoutent aux 30 jours de chaque mois. Donc, à la fin de l'année, nous avons 360 jours et on rajoute 5 jours dits épagomènes pour rattraper le calendrier, au fait. Et donc, nous avons le premier jour qui est appelé qui est le jour Osiris, donc qui est le dieu de la résurrection. Nous avons le deuxième jour, Épagomène, donc de la divinité Horus, après la divinité Seth, la divinité Isis et de la divinité Nephthys. Et donc, ça, ce sont les 5 jours qui sont rajoutés au calendrier Kamite, qui fait à la fin 365 jours et un quart. Et donc, je vous ai mis un petit tableau ici pour essayer de vous repérer un petit peu par rapport au calendrier que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier grégorien en fait. Donc, dans la première colonne, vous avez les saisons, donc Aket que nous avons vu, Péret et puis Shemou. Et puis, vous avez les 4 mois qui sont contenus dans chaque saison. Et donc, vous avez par exemple Djeuti, Panipet, Tautoro, Karenka dans la saison Aket. Et donc, c'est le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Et vous avez dans la quatrième colonne, vous avez les jours. Donc, voici les jours. Les semaines étaient composées de 10 jours et non de 7 jours comme on a aujourd'hui. Donc, chaque mois comptait 3 semaines. Il faut savoir que chaque mois comptait 3 semaines. Et chaque semaine comptait 10 jours. Et donc, vous avez les équivalents par rapport au calendrier grégorien juste à côté. Et puis, les duo-héros Renepet, donc les 5 jours épagomènes, qui sont rajoutés à la fin de l'année. Et il faut savoir que nous avons commencé à mesurer le temps ou comment dire ça, à compter les heures à travers ce que vous voyez à l'écran, l'image que je vous ai mis à l'écran, qui est le clepsydre, en fait. C'est quoi le clepsydre? Ben, c'est un outil qui servait à mesurer le temps, en fait, les heures. Et donc, nos ancêtres de la vallée du Nil, comme vous pouvez voir sur ces images-là, ben, ils utilisaient le clepsydre. C'est la première horloge, les horloges que nous utilisons aujourd'hui. Ben, les premières horloges, ben, c'était ça, c'était les clepsydres, en fait. Donc, ça permettait de déterminer le temps, les heures, au fait, de la journée. Et donc, il faut savoir que l'année se dit Peret en médonésien. La saison se dit Terre en médonésien. Le mois se dit Habet en médonésien. La semaine se dit Tebra Mej. Et nous avons le jour qui se dit Siu. Donc, comme vous pouvez le voir, et il faut savoir qu'il y a une différence entre le jour en tant que date
et le jour en tant que lever du soleil. Donc, lorsqu'on veut écrire une date, par exemple, pour indiquer le jour en écrivant la date, on va dire Sioux, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Et lorsque on veut parler du jour, tout simplement lié au lever du soleil, ben, on va dire Heru, en fait, comme la divinité Heru, au fait, tout simplement. Et donc, voilà un petit peu pour ce qui est des jours en égyptien ancien par rapport à notre calendrier kamite. Et donc là, nous allons vraiment rentrer dans le lever héliaque de Sirius, qui est un petit peu complexe à comprendre, mais ça le fait quand même. Et donc, quelle est l'importance de Sirius dans le calendrier kamite? Quelle est l'importance de Sirius au fait? Il faut savoir que le lever héliaque de Sirius, c'est un phénomène qui se produit lorsque Sirius apparaît à l'horizon, donc presque en même temps que le Soleil. Il introduisait à l'époque la canicule, donc la saison sèche. Même si sur les bords du Nil, on pouvait observer la crue du Nil. Car en effet, le jour de l'an coïncidait avec les moments les plus chauds de l'année parce que à la même période, scintillait dans le ciel l'étoile de la petite chienne qui a donné son nom à cette constellation, qui a donné son nom à cette période de l'année de grande chaleur où parfois la chaleur était étouffante, donc la canicule. Il faut savoir que chez les Venda, c'est le lever héliaque annuel de Sirius qui introduisait la saison sèche. Et que chez les Douala, c'est aussi l'apparition d'une Tsoté, donc de l'étoile Sirius, dans le ciel, qui va indiquer le début de l'année. Je sais très beau livre que je vous présente à l'écran de Christiane de Roche, Noblecourt. Je ne sais pas si j'arrive à le mettre. Voilà. Ici, au fait, donc c'est vraiment, si vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment une merveille. Au chapitre 1 de ce livre, elle parle tout de suite du calendrier. Donc, vraiment, vous n'avez même pas besoin de te lire tout le livre. Si vous voulez vraiment vous édifier sur le calendrier kamite, vraiment, le premier chapitre de ce livre en parle tout de suite. Et donc, du coup, elle explique là-dedans, au fait, justement, même l'origine du mot canicule. Il faut savoir que quand on dit la canicule, ben, ça vient du fait que Sirius brillait, brille pendant une période, au fait, donc la période des grandes chaleurs, au fait, dans le ciel pendant des jours, au fait. Et Sirius se trouve dans la constellation du Chien. Et le mot canicule, ben, ça vient des canicula, donc qui veut dire la chaleur. Mais c'est lié au fait que, à l'époque, Sirius se trouvait dans la constellation du Chien, au fait. Donc, c'est le mot chien là. Vous savez que les chiens appartiennent à la famille des canidés. Et donc, le mot canicule vient de là, au fait, du fait que Sirius, qui annonce la saison sèche, donc qui annonce la période de grande chaleur, se trouvait dans la constellation du Chien à une époque précise de l'année. Et donc, c'est là, en fait, qui vient de mot canicule. Vous pouvez vous procurer, encore une fois, ce livre et c'est vraiment une merveille. Et donc, le lever héliaque marquait le début de la nouvelle année kamite. Ce n'est que tous les 1460 ans que ce lever héliaque de Sirius coïncidait avec la crue du Nil. Et quand cela se produisait, ben, c'était un jour de fête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le cycle zodiaque dure 1460 ans en fait. Ce n'est que 1400, au bout de 1460 ans qu'on a à la fois la crue du Nil d'un côté et qu'on a le lever héliaque de l'autre côté, au fait que ça coïncidait ensemble. Ce n'est qu'après 1460 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au fait sur ce Sotis, au fait, cette étoile divine du ciel, au fait? Ben, Sirius est appelé Sotis. Vous allez voir souvent parfois Sotis ou parfois Sopédet en égyptien ancien. Et cette étoile était associée à la déesse Isis. Il faut savoir que Isis est associée à cette étoile Sirius-là. Et donc, son apparition annonçait la fertilité et l'abondance en Égypte antique. Et cette étoile-là symbolise quoi? Quel est son symbole au fait? Donc, l'apparition de Sirius symbolisait le renouveau et la régénération. Et donc, ça indiquait les concepts fondamentaux dans la pensée religieuse, la pensée spirituelle de nos ancêtres de la vallée du Nil. Et donc, vous l'aurez compris, le cycle zodiaque de 1460 ans, période à laquelle le lever héliaque de Sirius coïncide de nouveau avec la crue du Nil, témoigne de la précision des observations astronomiques de nos ancêtres kamites.
Au terme de ce cycle, donc à la fin de ce cycle, une année entière était ajoutée pour aligner le calendrier avec les saisons. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le réajustement, par exemple, pas lié au calendrier grégorien, donc le calendrier dans lequel on est aujourd'hui, se passe tous les 4 ans par rapport au mois de février. Donc, vous avez remarqué que tous les 4 ans, le mois de février compte 29 jours. Et donc, c'est un rattrapage qui est fait tous les 4 ans, en fait, où on va ajouter un jour à l'année. Et quand je vous ai dit, par exemple, que chaque année, on avait 365 jours et un quart, si vous comptez 4 ans après, on va voir 365 jours et un jour, en fait. Donc, 365 jours fois 4, plus un jour entier, en fait. Et donc, au lieu de rajouter, nous, dans notre calendrier Kami, au lieu de rajouter, comme le calendrier grégorien, un jour tous les 4 ans, ben, on rajoutait une année complète, 1460 ans après en fait. Et donc, on va voir dans la suite comment est-ce que ça se faisait concrètement. Il faut savoir que le cycle zodiaque dont je viens de vous parler, eh bien, a une durée, je le répète, de 1460 ans. Et c'est une caractéristique unique de ce calendrier-là, en fait, et qui témoigne encore une fois de l'ingéniosité de nos ancêtres. Et donc, ce cycle correspond au temps nécessaire pour le lever héliaque de Sirius revienne à la même date que le calendrier égyptien. Cette précision remarquable permettait de synchroniser le calendrier avec les cycles astronomiques sur de très longues périodes. L'utilisation du cycle zodiaque démontre une compréhension approfondie des mouvements célestes et une capacité à conceptualiser le temps sur des échelles millénaires. Cette vision à long terme reflète la profondeur de la pensée philosophique et scientifique de la civilisation kamite bien en avance sur son temps. Et donc, le début du cycle zodiaque, comme je vous l'ai expliqué, c'est au bout de 1460 ans. Et donc là, le lever héliaque de Sirius correspond avec la crue du Nil. Et donc là, on a la fin, le début d'un cycle zodiaque. 365 années après, nous sommes à un quart du cycle zodiaque. Donc, il y a un décalage progressif d'un jour entre l'année civile et l'année zodiaque, contrairement au calendrier grégorien, comme je viens de vous le dire. Le calendrier kamite n'utilise pas d'année bissextile, mais ajoute ou ajuste le décalage sur le long terme, donc 1460 ans après. Et donc, à 365 années, on est à un quart du cycle zodiaque. À 730 années, nous sommes à la moitié, au demi-cycle zodiaque. Et à 1460 années, ben, c'est le cycle complet du cycle zodiaque. Et donc, quelle importance spirituelle ce calendrier a au fait? Donc, ce calendrier, il faut savoir que c'est une base lunaire. Et en tant que base linéaire, ben, le calendrier va avoir pour assise les cycles lunaires qu'on va utiliser principalement pour organiser les fêtes, pour organiser les rituels, pour organiser la société. Et il y a également un alignement sur les phases lunaires. Donc, les mois étaient alignés avec des phases lunaires, créant une année légèrement différente du calendrier civil ou le calendrier astral. Et donc, il y avait aussi les planifications des fêtes qui se faisaient par rapport à ce calendrier-là, et où on va voir donc les fêtes spirituelles, les fêtes culturelles, les fêtes religieuses, qui étaient planifiées, mais en fonction des événements célestes liés au cycle lunaire. Et donc, encore une fois, il faut avoir à l'esprit que ce sont les astres qui nous dictent le calendrier, au fait. On observait à l'époque beaucoup les astres, au fait. Et ce sont les astres qui nous dictaient à quel moment faire les fêtes, à quel moment faire tel rituel, à quel moment faire telle autre chose. Et donc, c'est d'une importance capitale, c'est bien à savoir. Mais du coup, quelle signification spirituelle et culturelle ce calendrier-là va avoir? D'un point de vue du discours cosmogonique, il faut savoir que l'inondation du fleuve était associée au renouvellement de l'océan primordial. Le concept à l'origine du nouvel an kamite est un discours cosmogonique qui procède d'une pensée symbolique. La dite pensée qui perçoit le jour du nouvel an comme étant la naissance du monde, le renouvellement de l'univers. Le nouvel an a pour base conceptuelle la naissance du monde avec le surgissement du démiurge qui va organiser par la suite la création du monde. Ainsi, c'est la naissance du démiurge, donc Atum, qui est
statué et célébré comme étant le nouvel an. Vous savez très bien que Atum représente le soleil, représente la naissance du soleil. Et donc, c'est le surgissement du soleil, donc le soleil qui est la vie, parce que sans le soleil, on n'a pas de vie. Donc, c'est la naissance de ce soleil-là qui est célébré chaque année comme étant le nouvel an. Et donc, c'est une régénération. Et à l'époque, lorsqu'on fêtait le Nouvel An, on se purifiait. En fait, on faisait beaucoup de rituels, des libations. On se purifiait pour se régénérer. Et donc, en termes d'harmonie cosmique, il faut savoir que notre calendrier reflète la croyance en l'harmonie entre les cycles célestes et terrestres, fondamentale dans notre spiritualité. Et enfin, en termes de sagesse ancestrale, il faut savoir que ce calendrier incarne de façon profonde la compréhension du cosmos par nos ancêtres kamites. Et ceci témoigne de la sagesse millénaire en termes de connaissance des astres. Et on observe ça, par exemple, chez les peuples Dogon du Mali, qui sont des fins connaisseurs en termes d'astres ou d'astrologie. Et donc, quel était le rôle de ce calendrier dans l'organisation sociale en Égypte antique? Pendant la période de l'inondation, eh bien, cette saison était cruciale pour la fertilisation des terres. Donc, lorsque les eaux débordaient, ces eaux venaient déposer au fait du limon. Et pendant la saison de germination, alors que les eaux se retiraient, les agriculteurs s'aimaient et les terres étaient déjà enrichies par le limon qui avait été déposé par les eaux. Et donc, cette saison était dédiée à la croissance des cultures. Après, nous avons la saison Chimou, donc la saison de la récolte, donc ce qui est la saison sèche, qui voyait la maturation et la récolte des cultures. Et c'était aussi le moment de préparer le grenier pour stocker de la nourriture en cas de pénurie. Et il y avait une période de préparation, donc c'était le dernier mois de Chimou, qui était consacré à la préparation de la prochaine saison. Donc, celle-ci bouclait le cycle agricole et calendaire. Il faut savoir que ce calendrier permettait aussi la gestion agricole et administrative. Et donc, surtout pendant la saison Aket, ben, cette saison-là était cruciale pour prédire et organiser les activités agricoles en relation avec l'inondation du Nil. Il y avait aussi la collecte des impôts qui se faisait, donc le calendrier facilitait une collecte ordonnée des impôts, souvent en nature et alignée avec les cycles agricoles. Et il y avait également ben, des projets de construction qui se faisaient, notamment tous les monuments que vous connaissez en Égypte antique, par exemple les pyramides, les temples, les statues. Et donc, tout ça devait être planifié au fait. Et donc, la planification et l'exécution des grands travaux, tels que la construction des temples, des pyramides, étaient orchestrés suivant ce calendrier-là, en fait. Et donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'importance du calendrier en termes de gestion et d'administration. Il faut savoir également qu'il y a des fêtes kamites, donc des fêtes liées au calendrier. Et donc, j'ai répertorié uniquement 5 fêtes ici, mais il y avait plusieurs fêtes, hein, un peu comme aujourd'hui dans le calendrier grégorien, on a énormément de fêtes, hein, donc les jours fériés et tout, et les fêtes chrétiennes qu'il y a dans le calendrier grégorien. Et ben, ce calendrier kamite comptait également des fêtes. Donc, on a par exemple le Wepetrenepet, au fait, qui était ben, le jour du Nouvel An, en fait, qui était un jour faste, hein, enfin, c'était un jour de fête. On avait au deuxième mois la fête de l'Opet, qui était le renouvellement du pouvoir royal. On avait la fête de Koyak au quatrième mois. On avait la Hebset et on avait aussi les 5 jours épagomènes qui étaient des jours des fêtes, au fait. Donc, le premier jour épagomène qui était dédié à Osiris, ben, c'était un jour de fête et ainsi de suite. Et donc, voici pour ce qui est des jours de fête. Et la liste n'est pas exhaustive ici, hein. J'ai uniquement répertorié 5 fêtes que vous pouvez retrouver dans les livres égyptologiques. Et donc, en termes d'influence, qu'est-ce que ce calendrier a eu comme impact par rapport au calendrier, par exemple, que nous connaissons aujourd'hui? Ben, il faut savoir que les Grecs ont adopté certains aspects du calendrier kamite, notamment la division en 12 mois, par exemple. Donc, l'année qui se divise en 12 mois, ben, c'est un legs de l'Égypte antique aux Grecs. Et il y a également l'Empire romain. Il faut savoir que le calendrier julien, donc la base du calendrier grégorien actuel, donc le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, ben, son ancêtre, c'était le calendrier julien et son ancêtre encore, c'était le calendrier kamite.
Eh bien, il faut savoir que ce calendrier grégorien actuel que nous utilisons aujourd'hui s'inspire largement du système égyptien de 365 jours. Jules César s'est inspiré du calendrier égyptien pour créer le calendrier julien, qui est l'ancêtre du calendrier grégorien actuel. En effet, lorsque Jules César se rend en Égypte vers moins 45 ans, il impose le calendrier égyptien à Rome avec quelques modifications. Ce même calendrier introduit à Rome va être aussi étudié par l'Église chrétienne du Moyen Âge sans vraiment apporter des changements apparents. C'est le pape Grégoire XIII, tel que vous pouvez le voir ici à l'image, donc le pape Grégoire XIII qui va apporter des modifications conséquentes en 1582. Et la période de la canicule, comme début de l'année, va être abandonnée. Donc, il faut savoir qu'avant que le pape Grégoire XIII ne modifie le calendrier grégorien, ou le calendrier julien, pardon, il y avait, au fait, le Nouvel An se fêtait pendant la période de la canicule, donc qui est en phase avec ce qui se faisait en Égypte antique. Et donc, c'est lui qui va abandonner ce Nouvel An-là qui se faisait pendant la période de la canicule. Et donc, il va transposer le Nouvel An vers l'automne d'abord. Et puis, définitivement, il va placer le Nouvel An en décembre ou à début janvier, ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est le pape Grégoire XIII qui va déplacer le Nouvel An comme ça, au fait. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on fête le Nouvel An en fin d'année, donc suivant le calendrier grégorien, il faut savoir que ce déplacement-là a été fait par le pape Grégoire XIII en 1582. Je vous mets juste après une courte vidéo du professeur Kalala Omutunde qui avait fait une très belle vidéo sur l'origine du calendrier grégorien, donc qui venait du calendrier kamite. Il a sur Canal 10. Donc, je vous mets un court extrait où le professeur Kalala Omutunde fait parler un chercheur occidental sur ce sujet. Comment explique-t-on cela? Alors, moi, je dirais que la notion de fête de fin d'année, c'est le braquage parfait. C'est-à-dire que... Au propre et au figuré? Non, c'est le braquage parfait parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, il n'y a rien d'occidental dans la notion de fête de fin d'année. Mais la chose, c'est que c'est tellement bien présenté que ça donne l'impression que quand on fait fête de fin d'année, on est dans une tradition étrangère à la tradition africaine, alors que la seule tradition qui célébrait les fêtes de fin d'année, c'est la tradition africaine, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit au maire d'Angers, l'Afrique a inventé le calendrier. Quand on n'a pas de calendrier, on ne sait pas quand l'année commence, on ne sait pas quand elle se termine. Donc on ne peut pas faire de fête de fin d'année si on ne sait même pas compter le déroulement de l'année. La chose, c'est que les Européens, c'est au contact de l'Afrique qu'ils ont découvert ces notions-là. Vous voyez? Et même les mois que nous avons, les janvier, février, tout ça, ça vient même le calendrier, tout ça, c'était le premier mois de l'année au niveau des Noirs qui vivaient en Italie. Et c'est ce premier mois qui a donné finalement le nom générique des 12 mois. Mais ces 12 mois de l'année, 365 jours, ont une origine. Et je pense que c'est bien d'écouter le chercheur qui explique lui-même quelle est l'origine des 12 mois de l'année dans la tradition européenne. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée, donc, d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial, vraiment génial. Alors, ça commençait au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois, et le dernier mois, étant le mois de février, eh ben, c'est là où il ajoutait un jour tous les premiers mois
devait avoir 31 jours, le deuxième mois 30, 31, 30, 31, etc. jusqu'au bout, et à la fin 30, et tous les 4 ans 31. Parfait. Puis il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé son truc, et du coup, et en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours. Ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., etc. Donc ça allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors on lui donne comme nom le calendrier julien, et on donne à Jules César donc le nom d'un mois, le mois de Quintilis. Quintilis qui devient le mois Julius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des 4 ans, ils font ça tous les 3 ans, enfin n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, bah, très bien, on va remettre ça bien, et à partir de là, ça sera intangible, et on va faire ça très très bien. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, on veut bien on veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et donc c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord? Alors, on enlève un mois à février, on enlève un jour à février. Puis d'un seul coup, on dit, c'est puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Et ce qu'il faudrait, c'est celui d'après juillet, quoi, d'après le mois de Jules, après qu'il y ait le mois d'Auguste. Auguste dit oui, en plus ça tombe bien, puisque j'ai gagné beaucoup de batailles justement pendant le mois d'août, enfin ça tombe très bien. Donc on donne Sextilis, qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours, et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours, c'est pas possible. Donc il rajoute un jour. Pour ça que août a 31 jours, et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours, et voilà. Et donc, vous voyez bien que le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui n'est qu'un legs, en fait. C'est un héritage reçu de notre propre calendrier. Donc, de notre calendrier kamite. Et donc, voilà, en fait. Donc, il faut savoir que ce calendrier grégorien de 12 mois de l'année, il est issu du calendrier kamite. C'est nous qui l'avons pensé à la base. Et donc, en termes de, que peut-on dire au fait en termes de redécouverte au fait? Pourquoi ce calendrier ressort aujourd'hui? Pourquoi il est nécessaire de se réapproprier ce calendrier-là au fait? Il faut savoir que tout d'abord, au fait, il y a les mouvements, il y a beaucoup de mouvements panafricains aujourd'hui qui se lancent dans la redécouverte du calendrier kamite au fait, s'inscrivant dans un mouvement plus large de la renaissance culturelle africaine et la reconnexion aux racines ancestrales. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de renouer avec ce calendrier-là, au fait? Parce que quand on pense une société, quand une civilisation veut renaître, la base de tout, c'est d'abord le calendrier. Chaque peuple a son calendrier. Les Chinois aujourd'hui ont leur calendrier. Il existe bien, il y a un calendrier chinois. Les Européens ont leur calendrier, le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Les Arabes ont leur calendrier. Et nous devons avoir notre calendrier si nous nous inscrivons dans une forme de renaissance. Parce que la renaissance africaine doit avoir une base calendaire, en fait. On doit pouvoir nous identifier nous-mêmes par rapport à notre compréhension du temps, par rapport à notre calendrier. Et c'est tellement important aujourd'hui que il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le domaine académique, au fait. Et donc, les Africains et Afro-descendants approfondissent des études sur ce calendrier-là, au fait. Et donc, ce qui révèle, au fait, de sa sophistication et de son importance. C'est tellement capital aujourd'hui de adapter ce calendrier-là à ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, ce qui m'emmène dans le troisième point, qui est l'adoption contemporaine. Donc, de plus en plus de communautés et d'organisations panafricaines adoptent le calendrier kamite comme alternative du calendrier grégorien, affirmant ainsi une identité culturelle. Donc, que les Occidentaux se reflètent au calendrier grégorien, c'est leur culture. Que les Chinois se reflètent
au calendrier chinois, c'est leur culture. Que les Africains se reflètent au calendrier kamite ou au calendrier africain, ben, c'est notre culture. C'est notre culture. Nous nous rattachons à notre passé ancestral. Nous nous redéfinissons en fonction de nous, de notre compréhension du temps. Et donc, la réappropriation de ce calendrier entraîne quand même quelques défis. Et comme premier défi, au fait, nous avons la standardisation, en fait. Donc, il y a des efforts pour standardiser l'utilisation de ce calendrier kamite qui sont faits au niveau de la communauté africaine et sa diaspora. Et nous avons quand même, dans la réappropriation de ce calendrier, des divergences, au fait. Donc, je vous disais en début de cette présentation qu'il y a certains Kamites qui fêtaient le Nouvel An le 19 juillet et il y a d'autres qui vont le fêter le 3 août, comme moi, par exemple, je vais le fêter le 3 août. Pourquoi? Ben, ceux qui vont fêter au niveau du 19 juillet, par exemple, vont se référer à la crue du Nil et aux écrits également de Saint-Cyrénice, au fait, qui est un grammairien du IIIe siècle, au fait, qui a écrit sur le calendrier kamite. Et donc, ceux qui fêtent le 19 juillet, c'est surtout la crue du Nil, au fait, qu'ils vont mettre en avant. Et nous qui fêtons le 3 août, ben, on va mettre en avant le lever héliaque, donc de Sirius. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au début, ce sont les astres, au fait, qui nous indiquent les cycles. C'est l'observation des astres qui fait l'organisation de la société, au fait, on pense. Et donc, comme je vous ai dit en début, au fait, il y a chez les peuples Vanda, par exemple, ben, eux, c'est le lever héliaque qui va indiquer le nouvel an. Donc, c'est la saison sèche. Chez les Douala, c'est une sautée, donc l'étoile Sirius également, qui va indiquer le nouvel an. Et donc, ça, c'est vrai dans nos sociétés, au fait. C'est vraiment la saison sèche pardon, indiquer ou annoncer le nouvel an. Et donc, nous, quand on fête au niveau du 3 août, moi personnellement, c'est parce que ben, je me réfère aux astres, au fait, tout simplement. Mais quant au fond, il n'y a pas, ne voyez pas là, en fait, des contradictions ou quoi que ce soit. Il faut savoir que c'est une réappropriation, en fait. Et ça ne fait qu'à peine 10 ans, une dizaine d'années, que nous sommes en train de nous réapproprier ce calendrier-là. Et donc, il faut un temps. Il faut un temps pour chacun de comprendre et de s'adapter en fonction. Et lorsque la Renaissance africaine va vraiment se faire, ben, il y aura un arbitrage, en fait. Il y aura un arbitrage au niveau des élites. Donc, il va falloir choisir une date. Donc, ce sera soit le 19 juillet, soit le 3 août. Mais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans la démarche de nous réapproprier ce calendrier-là. Donc, que l'on fête le 19 juillet ou le 3 août, quant au fond, ben, plus tard, il y aura une date qui sera choisie pour toute l'Afrique, en fait, pour le nouvel an africain. Et donc, c'est un petit peu ça au niveau des divergences que je voulais souligner. Et il y a aussi des défis au niveau d'intégration technologique. Donc, il y a des développements d'applications et d'outils numériques pour faciliter l'utilisation de ce calendrier-là au quotidien, en fait. Donc, il y a des applications qui sont développées de plus en plus par des ingénieurs informaticiens KAMIT. Dans l'éducation, il y a des initiatives pour enseigner l'histoire et l'importance du calendrier KAMIT dans les écoles de la communauté et aussi dans la perspective de renaissance, d'une renaissance officielle. Donc, il y a des mouvements pour faire reconnaître officiellement, vraiment de façon officielle, des dates importantes kamites, au fait, dans les pays africains et dans la diaspora également. Et donc, voilà pour ce qui est des défis. Donc, le calendrier Kamite également, c'est aussi, comment dire ça, un outil qu'on souhaite vraiment intégrer dans l'éducation. Et donc, l'incorporation du calendrier Kamite dans les programmes d'histoire et de culture africaine va permettre d'enrichir la compréhension des élèves sur leur héritage. Au niveau des ressources numériques, ben, il faudra développer des plateformes en ligne et des applications interactives pour faciliter l'apprentissage et l'utilisation de ce calendrier-là, comme je l'ai déjà dit. Au niveau de l'enseignement, par exemple, des formations, il faudra qu'on pense des programmes pour que les éducateurs puissent assurer une transmission précise et inspirante du savoir lié à ce calendrier KAMIT-là. Et donc, voilà pour ce qui est des perspectives, en fait, qu'on peut penser ou qu'on peut prévoir dans l'éducation plus tard. Quelles sont les perspectives d'avenir? J'aime beaucoup cette image.
Et donc, en termes d'innovation technologique, donc je l'ai déjà dit un petit peu, le développement d'applications des outils numériques doivent intégrer le calendrier Kamit pour une utilisation quotidienne et facile, au fait. Parce qu'aujourd'hui, enfin, il faut encore aller regarder, ah ben, tel mois, ça correspond à quel mois, enfin, au niveau Kamit, et enfin, dans tel mois grégorien, ça correspond. Il faut vraiment une application qui puisse vraiment faciliter l'adaptation, en fait, du calendrier Kamit et du calendrier grégorien. Au niveau de l'adoption internationale, ben, la promotion du calendrier Kamit lors des événements panafricains et internationaux doivent être un symbole d'unité et culturelle, au fait. Pourquoi? Parce que, comment dire ça, ce calendrier-là doit nous permettre de nous renouer, au fait, doit nous permettre de nous identifier, nous, en tant que peuple, et qu'on puisse peser au niveau international. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, on connaît, par exemple, le Nouvel An chinois. Je sais que ça se fait en début février, par exemple. Mais par contre, les Chinois ne connaissent pas le Nouvel An Kamit. Donc, on doit pouvoir faire des campagnes pour pouvoir faire adopter ce calendrier au niveau international comme étant un calendrier africain et encourager les familles et les communautés à utiliser et enseigner ce calendrier-là pour assurer sa pérennité pour les générations futures. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au bout de cette présentation-là? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ben, nous pouvons déjà parler de l'héritage scientifique. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Ben, que le calendrier Kamit témoigne de l'avancement scientifique et astronomique des anciennes civilisations africaines, remettant en question les narratifs eurocentriques sur l'histoire des sciences. En termes d'identité culturelle, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que l'utilisation de ce calendrier-là va renforcer le sentiment d'identité et une continuité culturelle pour les nombreux Africains et des Afro-descendants. Qu'est-ce que nous pouvons dire aussi par rapport à ce calendrier-là? Que c'est un outil de décolonisation. Le retour à ce calendrier-là s'inscrit dans un mouvement plus large de décolonisation mentale et de réappropriation des savoirs ancestraux et africains. Et enfin, ce calendrier-là constitue un pont entre le passé et le futur. Donc, en combinant les sagesses ancestrales, les adaptations modernes, le calendrier Kamit symbolise la capacité de l'Afrique à honorer son passé tout en se tournant vers l'avenir. Quels sont les essentiels à retenir par rapport à cette présentation qui a été longue, je le sais? Eh bien, il faut savoir que la première fois qu'on a mesuré le temps en Afrique, ben, c'était à moins 75 000 ans, ou en Afrique du Sud. Le premier calendrier de l'histoire de l'humanité est le calendrier d'Adam. Donc, c'est le site mégalithique de Mpumalanga en Afrique du Sud. C'est là qu'on a mesuré pour la première fois le temps. C'est là qu'on trouve le premier site, ou du moins le site le plus ancien à date d'aujourd'hui, le site le plus ancien qui indique un calendrier solaire. Après, je vous invite à retenir que le calendrier Kamit se compose de 365 jours et un quart. Le calendrier est subdivisé en 3 saisons. Chaque saison comporte 4 mois, qu'il y a 12 mois de 30 jours et 5 jours épagomènes. Donc, 5 jours qu'on rajoute aux 360 jours. Donc, 30 jours par mois, donc par 12 mois, ça donne 360 jours, plus les 5 jours, ça donne 365 jours et un quart. Il faut retenir que le lever héliaque de Sirius marquait le début du Nouvel An, que le cycle zodiaque durait 1460 ans, période à laquelle le lever héliaque coïncidait avec la crue du Nil, et qu'un an était rajouté à la 1461e année. Donc, c'était un an qui était rajouté pour le rattrapage de un quart chaque année. Et donc, au bout de 1460 ans, quand on compte un quart par an, ben, ça nous donne une année complète. Le Nouvel An kamite est soutenu par un discours cosmogonique de la naissance de l'univers, donc qui indique le surgissement d'atomes, donc le surgissement du soleil, le surgissement de la vie. L'an zéro kamite est fixé à moins 4236 ans. Il faut retenir que le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui est un héritage du calendrier kamite. Je vous ai mis toutes mes sources. Et que cette année, donc aujourd'hui, nous fêtons la 6261e année.
Et voici un exemple, par exemple, de calendrier que j'ai pris sur le site de l'Isapo Yakama, qui est un site Kamit qui est très bien, je trouve, qui est très bien documenté. Et donc, c'est un site, au fait, où on trouve toutes les informations nécessaires pour, qui concernent, au fait, le monde noir. Et donc, voici un exemple de calendrier qu'ils ont créé. Donc, de l'année 6261 ans, avec les 3 saisons, comme je vous ai indiqué, avec les 12 mois, avec les 30 jours par mois, avec les 5 jours et Pagomène. Et donc, que pouvons-nous dire en guise de conclusion de cette présentation? Ben, que le calendrier Kamit est célébré aujourd'hui comme un outil pour renforcer l'identité et la continuité culturelle des Africains et Afro-descendants. Il représente la résilience et la sophistication des civilisations africaines, remettant en question les perspectives eurocentriques sur l'histoire des sciences et de la mesure du temps. Le calendrier Kamit demeure un symbole de la sagesse et de l'ingéniosité des anciens Africains, promouvant une vision de l'avenir ancrée dans un riche passé culturel et scientifique. Il illustre comment la sagesse ancestrale peut être adaptée à la modernité, renforçant le lien entre les générations passées et futures. J'espère vous avoir permis un petit peu de comprendre le calendrier Kamit. Je vous mets juste après la bibliographie et permettez-moi de vous souhaiter Renépet Néferet. Bonne année à tous. Ensemble, prenons notre héritage. À bientôt, c'est le chemin des Kamas.